Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier podcast Ça tourne au son, podcast qui est organisé par les deux associations Cinéma 93 et Les Engraineurs, où on va parler de cinéma, d'actualité ciné, que ce soit un peu partout dans le monde, en France, mais évidemment aussi dans le département de la Seine-Saint-Denis dans le 93. Du coup, j'aimerais bien introduire un petit peu nos deux assos. Donc, Cinéma 93, c'est une association territoriale qui est justement consacrée au cinéma. Et il y a un volet jeune, notamment un volet jeune ambassadeur, dont je fais partie, où on a la chance de pouvoir participer à des ateliers, des avant-premières, écrire des critiques de cinéma, et justement avoir la chance aussi de créer un podcast comme celui-ci. Et on a également les Engraineurs donc, qui sont avec nous. Les Engraineurs, c'est une association qui est basée à Pantin, à la maison de quartier des Courtillères, qui est née en 1998 et qui organise des ateliers pour tous les âges qui sont accessibles à tous et à toutes. Donc pour les enfants, les ados, les adultes. On a un ciné-club, on a des stages de réalisation avec différents organismes. On a des séances également de cinéma gratuites tout au long de l'année et également en plein air durant l'été. Et l'association, elle ne cesse de grandir et de voir naître de très beaux projets comme notamment ce podcast en partenariat avec Cinéma 93. Parce qu'effectivement, c'est pas la première fois que les Engraineurs et le Cinéma 93 travaillent ensemble. Il y a eu déjà plusieurs projections. Et donc le podcast, c'est un petit peu la finalisation d'un projet commun justement ensemble. Et on aimerait dédier justement ce premier épisode au fondateur de l'association des Engraineurs, qui est Boris Seguin. Parce que sans lui, rien n'aurait été possible. Et donc, une pensée à ce grand monsieur et à toute sa famille. Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre? Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Donc, on commence cette première émission en introduisant tout doucement le festival Côté Court. Donc, le festival Côté Court, qu'est-ce que c'est ? Zach, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ? Salut Nejma, bien sûr que je peux t'expliquer. Du coup, c'est la première. Faudra être indulgent. Ça va peut-être partir un peu en freestyle. Alors, ça va parler d'actu ciné. Ça va surtout parler d'un festival qui va bientôt prendre part du 4 au 11 juin, Côté Court au Ciné 104 à Pantin, qui va mettre en avant des projets vidéo, des courts-métrages, puisqu'ils sont un petit peu boudés par les cinémas. Ça sera l'occasion d'en découvrir. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Pose-moi des questions si tu veux en savoir plus. Moi, je suis pas... Avec Cinéma 93, justement, il me semble qu'il y a un lien avec ce festival. Tu peux m'en dire un peu plus ? Je ne sais pas si tu sais un petit peu qu'est-ce qui s'y fait, comment ça se passe. Alors, si c'était l'oral du bac, je me serais cassé de la salle directement. Écoute, ça se passe dans le 93. Voilà. Cinéma 93, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Je vais peut-être, par contre, passer la parole à Valentin, qui a justement pu interviewer Jackie Évrard, qui est programmateur du festival et qui doit en savoir un petit peu plus que moi, qui est mal révisé. Je voulais juste prendre 2 secondes, c'est vrai que j'ai complètement oublié de présenter les personnes qui sont avec moi. Donc du coup, j'ai Valentin à ma gauche, j'ai un autre Valentin aussi à ma droite. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Donc Zach qui vient de nous introduire le festival. Et j'ai également Célia des Engraineurs qui est avec moi. Donc Valentin, vas-y, je t'en prie, n'hésite pas. Alors bonjour, moi c'est Valentin Gauche. J'ai participé au kino de Cinéma 93 à Aubervilliers en 2022, depuis je suis chef électro. Et du coup, effectivement, je suis allé rencontrer Jackie Évrard avec Valentin Droite pour lui poser quelques questions sur le festival Côté Court, puisqu'il est notamment programmateur là-bas. Et qu'est-ce que c'est que ce festival ? Comment ils choisissent les films ? Ouais, justement, ça serait. On va partir sur un petit extrait de cet entretien. Putain, c'est à moi que tu parles comme ça, ouais. Depuis sa création en 1992, j'assure la direction de ce festival et notamment la direction artistique, c'est-à-dire les sélections et la programmation. Alors déjà, comment je suis arrivé à cet endroit-là ? J'étais le directeur du Ciné 104 qui a ouvert ses portes en 1987.
Donc j'assurais à la fois la direction et la programmation de ce cinéma. Il se trouve que j'avais des relations dans le court-métrage, on va dire, et que j'avais à cœur de programmer des courts-métrages dans ma programmation au Ciné 104. Et assez vite, ces programmes, je les ai appelés côté court. Hein, voilà. Et il se trouve qu'en 92, enfin un petit peu avant, un an avant, on va dire, le département de la Seine-Saint-Denis m'a dit « Mais Jackie, peut-être que tu pourrais organiser un festival plutôt que d'avoir des séances, disons, éparpillées tout au long de l'année, dans le sens où nous, on souhaiterait soutenir la forme courte et puis qu'il y ait une plus large diffusion sur le département. » Et de fait, j'ai imaginé ce festival qui a démarré en 92 avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis et de la ville de Pantin, et évidemment en partenariat avec le Ciné 104 qui accueillait le festival. Alors, pour répondre maintenant à la question concernant la programmation et les sélections, sont deux choses un petit peu différentes, parce que faire une programmation, c'est avoir une idée sur, on va programmer autour d'un auteur, par exemple, un cinéaste. La première année, c'était Arta Vespéléchian, par exemple, mais on peut aussi faire une programmation, un focus sur une cinématographie étrangère, hein, dans la mesure où le festival est national. Hein, je veux dire, il n'y a que des films de nationalité française pour des questions d'organisation et de volume. Hein, je veux dire, on a la capacité d'avoir ce type de festival. Mais chaque année, il y a toujours un focus sur une cinématographie étrangère. Donc ça, c'est plus de l'ordre de la programmation. C'est-à-dire, on imagine de faire quelque chose autour d'un pays, autour d'un auteur ou d'un genre cinématographique. On a fait tout au long des choses autour de la danse, par exemple. D'ailleurs, je reprends quelque chose cette année sur filmer la danse. On a pu le faire sur l'essai, sur la forme essai, enfin, etc. Donc ça, c'est de l'ordre de la programmation. Les sélections, c'est un peu différent, parce qu'il y a un appel à film qui est lancé, et on doit visionner les films qu'on nous envoie. On est passé de 400-500 films à 2400 cette année. Voilà. Donc il faut savoir que la production en France annuelle de films courts, c'est 2400 films, quoi. Et sur des films qui peuvent être aussi bien de fiction que documentaires, que des films essais, voire d'art vidéo, c'est-à-dire des films qui sont plutôt, on va dire, non narratifs et qui sont généralement des propositions d'artistes plasticiens, des chorégraphes, des musiciens aussi, mais qui relèvent plus de l'art plastique que du cinéma classique, de la fiction ou simplement de la mise en place d'un récit. Comment tu veux expliquer ça? Un jour, t'es un chien, le lendemain, t'es un homme. Je ne crois même pas ce que je viens de dire. Il y a une part, évidemment, de subjectivité, dans la mesure où je pense que c'est lié à un goût de cinéma, à ce qu'on attend d'un film, à des choses comme ça. Donc c'est une part au regard qu'on va porter sur les films. Donc c'est quand même une part de subjectivité. Puis je dirais qu'il y a quand même un peu d'objectivité, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir... Voilà, que des fois, il y a quand même des films un peu mal foutus, où on va dire, non, mais je ne le dis pas méchamment, hein, parce que je sais qu'il y a du travail derrière, mais des films qui sont un peu bancals, qui ne tiennent pas la route, enfin, etc. Donc, la sélection se fait à cet endroit-là aussi, quoi. Moi, je m'attache particulièrement, disons, à la forme. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ce qui m'importe, c'est moins ce qu'on me raconte que comment on me le raconte. Mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. C'est une histoire drôle, il y a des gens qui savent la raconter et elle va être drôle, puis il y a des gens qui ne savent pas la raconter et elle ne sera pas drôle du tout. Bon, pour un film, j'ai envie de dire c'est la même chose, quel que soit son genre. Ce qu'il faut, c'est que le film trouve sa forme propre, son originalité. Voilà. La forme adéquate pour raconter ce qu'il a envie de raconter. Moi, je suis très sensible à ça, donc ça veut dire que ça va jouer évidemment après sur la mise en scène, sur la mise en place du récit, sur l'interprétation, sur l'utilisation de la musique. Voilà, il ne faut pas que la musique soit là pour souligner certains effets, pour corriger peut-être des défauts. Mais il faut aussi, on utilise la musique, il faut que la musique, elle intervienne comme peut intervenir un dialogue, comme peut intervenir un personnage. Voilà, ce sont des petites choses comme ça, mais qui sont très très importantes. Et puis je pense qu'au bout d'un moment, on a le regard suffisamment aiguisé pour pouvoir justement trouver, disons, je ne sais pas si c'est les bons films, en tous les cas,
ce qui est sûr, c'est que ce sont des cinéastes qui sont retenus à Cotécourt. Et preuve en est, si tant est qu'il faut apporter une preuve, c'est que beaucoup de cinéastes passés par Cotécourt sont aujourd'hui des cinéastes connus, reconnus. On pourrait en citer 20, 30, 40, 50. On a quand même 2 palmes d'or à notre actif, avec Justine Triet, avec Laurent Cantet et beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous faites ? Je remets simplement à demain ce qui ne peut être fait le jour même. Quand on a démarré le festival en 92, je pensais m'appuyer sur le public du Ciné 104, parce que j'en étais le directeur, et je me suis dit, bon, on a un public, il est acquis, voilà. Et bien, erreur, au début, il ne venait pas. Ouais, c'est vrai, au début, il ne venait pas parce que ils avaient l'impression que le cinéma était fermé, ils avaient l'impression que c'était un événement privé. Il a fallu une dizaine d'années, mine de rien, pour petit à petit gratter et gagner le public pantinois. Et aujourd'hui, ce public pantinois, il est totalement acquis, mais vraiment, je veux dire, les gens attendent. Tout à l'heure, je croisais dans la rue encore quelqu'un qui me dit « c'est quand le festival ?» Voilà, ça démarre le 4 juin. Donc voilà, donc à la fois, il y a un public, disons, un peu professionnel, ou des gens, je sais pas, des acteurs, des techniciens, enfin, voilà, qui ont envie de voir aussi les jeunes générations de cinéastes, et puis un public qui est simplement un public curieux, et qui, au fil du temps, vient ici et découvre des choses qu'ils n'auraient pas découvert ailleurs, bien sûr. Bon, du coup, c'est un peu dingue, j'ai retrouvé la mémoire. En vrai, j'avais révisé, en vrai. Et ils ont une sélection de 3 films, dont celui de Robin Mognetti, qui va être introduit très prochainement, mais avant... Petite parenthèse de Valentin Droite. Bonsoir, je m'appelle Valentin Valery. Bonjour ou bonsoir d'ailleurs, si vous écoutez le podcast à telle ou telle heure. Je fais partie de la formation 2023 du Kino Rony, où j'ai joué le court-métrage avec des jeunes, où je jouais un bibliothécaire rigolard et méchant, bien évidemment. Non, c'est pour rebondir sur l'intervention de Jackie Evard. Ce qui est assez intéressant dans le métier de programmateur, c'est le côté défrichage, en fait. C'est-à-dire découvrir les nouveaux talents en les programmant en compétition pour des rétrospectives. Et c'est pas faute d'avoir essayé, parce que quand on regarde l'historique du festival, il y a énormément de réalisateurs qui ont été révélés. Il y a du cinéma d'auteur assez pointu, Arnaud Desplechin, ou encore plus récemment des cinéastes comme Yann Gonzalez ou Bertrand Mandico. Merci beaucoup Valentin, et justement comme tu le disais très bien, dans cet extrait on entendait Jackie qui nous parlait des cinéastes de demain, donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir un festival qui permet justement de mettre en avant la création et de jeunes cinéastes à proximité, donc dans notre département, donc le département de la Seine-Saint-Denis. Et je voulais justement rebondir là-dessus, et aussi sur ce que tu nous as rappelé, Zach, merci beaucoup, sur l'aide au film court, justement, qui est un programme qui va venir soutenir la création, la production et la diffusion de courts-métrages en Seine-Saint-Denis. Et comme tu l'as très bien dit, il y a 3 films qui ont été sélectionnés par Cinéma 93, qui sont donc Les Dents du Crocodile, Estella et Sono Kefis. Sono Kefis, qui est donc le film de Robin Mognetti. Aussi, j'aimerais bien revenir rapidement sur le film, justement, donc Sono Kefis. Robin Mognetti, qui n'a pas du tout d'origine portugaise, enfin, c'est ce qu'il me disait dans son film, qui parle même pas portugais, qui parle vraiment français, anglais, et pourtant qui se retrouve à tourner un film à Porto. En fait, c'est intéressant, et j'ai trouvé ça un petit peu marrant, l'histoire du film. Il a fait ses études en Suisse, c'est ce qu'il m'expliquait. Et en rencontrant, sur un tournage justement, il rencontre en fait Miguel, le protagoniste de son film, qui en fait, au fur et à mesure du temps, va s'avérer être quelqu'un avec qui va se lier d'amitié. Et un jour, il décide d'aller à Porto avec seulement le téléphone de Miguel pour créer quelque chose. Et c'est en fait le début et la création de ce court-métrage. Robin Mognetti, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques jours pour ce podcast. Et j'ai pu le questionner justement sur ce qui l'a amené en fait à créer ce court-métrage et pourquoi est-ce qu'il a tourné à Porto. En fait, c'est un long processus qui a commencé en 2016, où j'ai, pendant mes études en Suisse, j'ai rencontré Miguel, qui gravitait autour d'un autre personnage avec qui j'avais réalisé un court-métrage, aussi une sorte de portrait.
Et on s'était rencontrés, puis il y avait un attrait comme ça qui s'est formé à travers des discussions un peu informelles. Et ce que je trouvais assez fascinant chez lui, c'était sa façon de se raconter, de s'inventer un peu des vies et de fabuler tout ça. Se tu queres pagar, vais buscar o teu porta-moedas e pagas. O teu cartão e pagas. Donc je trouvais qu'il avait ce potentiel aussi fictionnel et ça sollicitait aussi mon imaginaire et un désir d'écriture. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 3 ans de ça, maintenant, je suis allé le retrouver à Porto sans savoir ni son adresse, ni enfin peu de choses. J'avais un numéro de téléphone, mais et j'y suis allé comme ça au total 4 fois. Et la 4e fois, on a pu tourner et chaque fois, c'était des moments qui étaient nécessaires pour lui expliquer le projet, mon désir de cinéma et comment on pouvait écrire ensemble. Après, je trouve que la dichotomie entre film documentaire et fiction, elle fait forcément du sens parce que c'est plus un geste pour catégoriser. Et ce geste est nécessaire quand il s'agit de déposer des commissions ou pour la diffusion. J'aime penser la fabrication du film à travers une sorte d'hybridité. Et souvent, ça part d'expériences vécues, de fragments de réel avec les protagonistes qu'on réinterprète ensemble pour créer le battement du film. Voilà. Olá, de momento não posso atender. Deixe uma mensagem depois do sinal que devolva a chamada assim que puder. Obrigada. Pour moi, ce qui était central dans le film, enfin dans ce que j'ai voulu retranscrire, c'était cette amitié un peu à double tranchant entre eux deux qui, pour moi, voilà, cristallise un peu l'ambition de ce film et pas mal d'enjeux que je trouve intéressants autour de l'argent, de l'interdépendance qu'ils ont, ces conflits, cette relation qui se dérègle et se règle. En fait, un jour, Miguel m'a parlé d'un film, un de ses films préférés, donc ce film s'appelle Légende d'automne, d'Edouard Zwick, et ça raconte l'histoire de 3 frères, et cette scène en particulier qu'on entend en off, entre 2 frères, dont l'un avoue à l'autre ce qu'il envie chez lui. Voilà. Parce que le film vient travailler ça, des enjeux de domination entre ses frères, un peu classique de jalousie, mais d'enjeux de pouvoir aussi, etc. Et chez lui, au moment de cette scène précise où l'un des frères vient dire ce qu'il envie chez l'autre, il avait redécrit cette scène et ça l'avait beaucoup ému. Parce qu'il y a peut-être entre ces 2 frères des parcours qui sont très différents. Et l'un a vraiment pris un choix de vie très solide, très fiable, très tracé, entre guillemets. Tracé, voilà. Ouais. Alors que l'autre a vraiment pris un chemin de traverse qui pourrait peut-être créer un effet de miroir avec Miguel et ses choix de vie. Et sans doute, ça vient réveiller des choses en lui. On n'a pas besoin des gens faibles. Parce que sinon, on n'est rien. Vraiment, on n'est rien, mamie. Concernant ce projet, j'ai un ami qui a vu le film et qui m'a proposé qui pensait aussi à une suite possible. Le cours en soi, je pense qu'il est fini, mais peut-être que ces 2 protagonistes, Miguel et Luis, peuvent donner suite à, je sais pas, un 2e chapitre, peut-être plus long. Mais c'est vrai qu'en ce moment, donc ça c'est une idée qui est un peu germée, mais en ce moment j'écris, et depuis, j'ai un projet de long métrage plutôt documentaire qui se déroulerait en Calabre. C'est ce qui va m'occuper cet été un petit peu aussi, je pense. Alors du coup, on vient d'avoir un extrait de l'interview que j'ai pu mener avec Robin Mognetti. Interview qui a été très intéressante. J'aimerais bien un petit peu savoir ce que vous en avez pensé,
Je crois que tout le monde autour de moi l'a vu, mais je crois que Valentin, tu voulais peut-être me dire quelque chose, justement, Valentin Gauche. dis-moi ce que tu en penses. Alors oui, j'ai vu le film. Moi, j'ai pas été trop charmé, j'avoue. Le côté documentaire, je ne l'ai pas du tout senti. Et c'est pour ça m'interroge. Qu'est-ce qui fait le documentaire pour lui là-dedans? Parce que le côté fiction, je l'ai bien senti. Bon, l'histoire m'a pas plus plu que ça, mais ça, bon, c'est sensibilité personnelle. Mais vraiment, pour le côté documentaire, là, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'il voulait... Enfin, qu'est-ce qui justifie le côté documentaire pour lui là-dedans? Je suis d'accord avec toi, mais moi, je me suis demandé un petit peu c'était quoi la frontière entre la fiction et la réalité. Et je pense que même en tant que cinéaste, de ce que j'ai compris, c'était un petit peu compliqué pour lui parce que, bah, du coup, on est le fil entre la fiction et la réalité, il est flou. Donc, c'est compliqué, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça que c'est aussi intéressant et je peux comprendre aussi que ça parle pas parce qu'on ne comprend pas directement. Moi, je sais que je l'ai revisionné une seconde fois pour mieux comprendre un petit peu aussi tout ce qu'il a un peu dissimulé au sein de son cours. Mais je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rebondir là-dessus. Mais si jamais ça vous intéresse, du coup, vous pourrez le voir au festival du coup Côté Court le 5 juin. Et du coup, il sera diffusé avec les 2 autres films sélectionnés par Cinéma 93. Et il me semble que la projection, elle est à 20h. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, voilà. Si jamais, il me semble que Célia, tu avais une petite reco aussi à nous faire justement à Côté Court. Des engraineurs, si tu veux me dire c'est quel jour, quelle heure Alors, ça aura lieu le 10 juin à 9h30 et le court-métrage qui passera, il s'appellera « Et si c'était toi ?» réalisé par le CJP Conseil Jeune Pantinois. Ce court-métrage, il va parler de l'harcèlement. Et il y en aura aussi un autre le 11 juin à 14h. Le court-métrage, il s'appelle « Au bord ». Réalisé par des anciens salariés de l'association, Maude Pavé et Marion Van Mansart. Il sera diffusé lors d'une séance spéciale avec l'association Périphérie. Merci beaucoup, Célia. Et du coup, j'enchaîne. On ferme le gros épisode Côté Court, donc le festival Côté Court, et on va aller sur un autre festival un peu plus dans le sud de la France, qui est le festival de Cannes, évidemment. Du coup, j'aimerais bien savoir, voilà, Valentin, Zach, Célia, qu'est-ce que vous pouvez me dire justement du festival de Cannes? Je crois que Valentin, droite, t'as des choses à me dire justement sur cette actualité ciné. Oui, alors une chronique sur Cannes 2025 avec un débat, donc c'était vraiment un bonheur d'avoir assisté à la cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes. Donc quand même voir la présidente du jury, Juliette Binoche, plaisir, hein, mais aussi Olberry, d'autres membres du jury, Aung San Suu. Alors oui, n'étant pas cannois et n'étant pas professionnel, je n'ai pas pu assister au festival de cinéma le plus important pour l'industrie et les cinéphiles. Donc il faudra que je fantasme sur les films en compétition, en hors compétition, en séance du menu ou les séances spéciales, pareil pour la Palme d'Or. Jusqu'à ce que Thierry Frémaux me tire la manche de mon t-shirt et qu'il me dise « T'inquiète pas Coco, j'ai prévu 4 films qui vont venir vers toi, cinéphile parisien que tu es. » Donc pour ceux qui ne savaient pas, chaque année, plusieurs films sortent en salle simultanément de leur présentation dans le festival, films d'ouverture compris. Et c'est avec ça que j'ai commencé, c'est-à-dire Partir un jour d'Amélie Bonin. Première fois qu'un premier film ouvre la sélection. Film qui réunit un casting intéressant, c'est-à-dire Juliette Armanet, la chanteuse, Bastien Bouillon, François Rollin et beaucoup d'autres. L'histoire suit une jeune chef étoilée qui revient voir son père suite à un infarctus. Et il va y avoir, en histoire parallèle, il va y avoir l'amour de jeunesse qui va revenir. Le film veut s'inscrire comme Annette, qui avait ouvert en fanfare, en très grande fanfare même l'édition 2021, en proposant un film chanté, mais autour des tubes des années 90-2000, type To Be Free, Partir un jour, d'où le titre, sur fond de transfuge de classe. Alors le problème personnel étant que le film veut s'inscrire dans la lignée d'un On connaît la chanson d'Alain Resnais, sauf que c'est un peu raté, la faute à des comédiens que j'ai pas senti à l'aise quand ils poussent la chansonnette, en plus de prendre avec trop de légèreté son sujet de base. Donc un film, on passe pas un horrible moment, c'est pas un truc, c'est bien réalisé, il n'y a pas d'erreur technique majeure, mais on sent qu'on aura oublié ça le lendemain, quoi. Et c'est d'ailleurs le lendemain que Tom Cruise et son équipe aient présenté l'ultime volet de Mission Impossible en hors compétition
dans les faits sorti le 21 mai. C'est le 8e. Et oui, ça y est, c'est le pot de départ pour notre agent Ethan Hunt. Donc le scénario, bon, on va pas refaire Inception de Christopher Nolan. Donc Ethan Hunt revient sauver le monde des griffes d'une IA et de son propriétaire Gabriel. Un 8e film en demi-teinte qui fait à peu près 1h30 d'exposition scénaristique. Donc pour faire rapidement, on raconte tout ce qu'il y a autour de l'histoire, mais on la fait pas bouger. Avant la scène du sous-marin, qui est assez impressionnante, je dois l'avouer. Donc l'IA en question, par contre, sert un peu de prétexte au film, d'où le côté assez mal exploité. Mais le scénario fait un petit clin d'œil au premier film réalisé par Brian De Palma, mon préféré. Donc voilà, une conclusion vraiment pas parfaite, mais dont les scènes d'action vaut le coup d'œil, notamment la fin avec les avions. Je sais pas qui autour de la table l'a vu, le dernier Mission Impossible. Alors moi, j'ai pas eu la chance de voir un petit peu, d'être entre guillemets à jour sur ce qui est sorti. Je suis un peu à la traîne. J'ai pas vu partir un jour, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui m'ont dit que c'était décevant pour l'introduction du Festival de Cannes, donc c'est cool d'avoir ton avis. Et le dernier Mission Impossible, moi je l'ai pas vu non plus, mais il me semble que Valentin Gauche l'a vu. Donc si on peut avoir l'avis de l'autre Valentin sur ce film justement. Eh bien effectivement, je l'ai vu. Et alors j'ai vu qu'il avait eu j'avais peur quand je suis allé le voir, parce qu'il avait eu des retours quand même assez mitigés. Et j'y suis allé, en séance en IMAX, je précise. Ça me coûtait cher, mais, mais j'étais extrêmement content d'avoir vu ce film, parce qu'il est super bien, je trouve. Vraiment, je trouve que McQuarrie, dans sa réalisation, c'est sublimer les cascades de Tom Cruise, et a vraiment réussi, quand on pense à toute l'ingénierie qu'il a fallu faire pour que toutes ces cascades soient réellement réalisées, et quel gabarit fait une caméra IMAX. Ouais, c'est vraiment impressionnant, parce que quand ils sont dans les avions en l'air avec une caméra qui fait au moins 40 kilos, qu'il faut stabiliser, ouais, ça c'est vraiment très impressionnant, le fait que Tom Cruise se prenne vraiment, c'est combien, c'est 4G minimum dans la tronche, on le vend. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment très très fort. La scène du sous-marin fonctionne très 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 bien. Le film est, pour le coup, je trouve très très bien monté. Pas de problème de rythme là-dessus. Et je trouve que 1h30, l'intro, t'es un peu abusif, c'est 25 minutes. Non. Ah si. Non, il y a 1h30 où ils vont dans un sous-marin, puis ensuite ils se font enlever. Non, je trouve que c'est pas tout ça. Celui-là, ça marche moyen. Mais après, je pense que le Mission Impossible, je pense que le truc de base, c'est qu'on les voit plus pour les scènes d'action. Et justement, je le dis tout à l'heure, il faut le voir vraiment pour la scène de l'avion, quoi, qui est vraiment un moment de stress, faut le dire. Après, c'est vraiment seule une scène d'action peut être fait sur Mission Impossible, en fait. Mission Impossible peuvent se permettre de faire ça, en fait. Parce que Tom Cruise, parce que Christopher McQuarrie. Bah, c'est vrai que ça reste une anomalie dans le cinéma. Ouais. Il est en train de plier absolument tous les blockbusters qu'il y a face à lui. Et petite mention d'abord pour Tom Cruise, mais aussi Simon Pegg et l'actrice française Pomme Clémentieff qui parle français. C'est vraiment rigolo, quoi, pour le coup. C'est pas mal. Et du coup, merci beaucoup pour vos avis et ta critique, Valentin. Tout ça pour dire que j'ai vécu un peu le Festival de Cannes sans le tapis rouge, sans les paillettes, sans les célébrités, mais avec une salle de cinéma, et ça, ça reste quand même un cadeau. Zach et Célia, vous voulez rebondir sur le Festival de Cannes et sur est-ce qu'il y a des trucs qui vous chauffent ? Moi, je sais qu'il y a justement le film de Afsa Herzi qui... je crois que c'est la petite dernière, son nom, qui me fait vraiment envie. J'espère que je pourrai le voir prochainement. Mais c'est vrai que cette année, le Wes Anderson aussi, mais sinon, franchement, il n'y a pas grand-chose qui m'a... Il me semble aussi qu'il y a Once Upon a Time in Gaza qui a l'air très, très, très bien. Mais j'ai un peu été déçue par un peu la sélection. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez de cette année, ou je ne sais pas si vous avez suivi même, mais voilà, je voulais juste savoir ce que vous en pensiez. Bah écoute, je suis très content que vous ayez apprécié ce que vous avez vu du Festival de Cannes jusque-là. Moi, j'en ai rien à faire. J'ai failli, mais ouais, j'en ai absolument rien à faire. En fait, la sélection de cette année, je la trouve absolument pas intéressante. Il y a peut-être 2 réals qui ressortent, Kelly Reichardt et Big Gun. Et encore, je sais pas vraiment si c'est des films qui vont m'enchanter, mais au moins, il y a de ça. Par contre, si on peut parler d'un autre spectacle, la demi-finale Inter-Barcelone. Retour. C'est comme vous voulez. Ok, non mais legit, hein, franchement, ok.
Oui, tu veux. Si je peux rajouter sur un mot sur la sélection. Après, on se focalise beaucoup sur la compétition officielle, mais il y a je l'avais dit tout à l'heure dans ma chronique, mais il y a d'autres sections. Par exemple, à Séance de minuit, il y a un film que j'attends beaucoup qui est Exit 8 de Genki Kawamura, qui est un cinéaste japonais qui fait une adaptation d'un manga horrifique sur le métro, où quelqu'un reste bloqué dans le métro. Donc, Japon, horreur, pour moi en tout cas, c'est mon ADN, du coup, j'attends ça de pied ferme. Et toujours en hors compétition, alors à part le Wes Anderson que tu as mentionné, il y a aussi un autre film avec Isabelle Huppert, La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat, qui raconte en fait plus ou moins l'affaire Bettencourt. Avec une Isabelle Huppert, on voit la perruque, on se dit, bon, il y a eu du budget pour... Ok, bah merci beaucoup Valentin. Moi je voulais prendre 2 petites minutes aussi pour parler d'un autre festival. Je trouve que c'est important de le mentionner, c'est le Décolonial Film Festival. Parce qu'on n'est pas obligé de s'expatrier dans le sud de la France et d'aller sur la Croisette pour trouver des festivals qui sont cool. En région parisienne, on en a. Et donc c'était la 2e édition cette année, du 12 au 25 mai, du Décolonial Film Festival, qui est justement un festival de cinéma de proximité. Il y avait des projections à Bagnolet, à Ivry, au Luminor à Paris. Donc un cinéma de proximité, un cinéma populaire et un cinéma qui nous ressemble. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir des films qui viennent un petit peu aussi être un peu une alternative en fait au circuit classique. Et ils visent en fait, comme son nom l'indique, en fait, à déconstruire les regards, à déconstruire les récits, et notamment les récits coloniaux dominants, parce que le cinéma, on sait que c'est une industrie et que c'est un petit monde. Donc je trouve ça super qu'il y ait des initiatives comme celle-ci, et je voulais vraiment le mentionner. Surtout que le Décolonial Film Festival travaille aussi avec des organisations antiracistes, décoloniales et ou féministes, comme par exemple Banmi, Tzedek et Bisai Media. Et j'ai d'ailleurs eu la chance, c'était hier soir, d'assister à la projection du coup au Décolonial Film Festival une projection qui était animée par Bisai Media, où il y a eu 2 courts-métrages alliés de Salif Cissé que vous connaissez peut-être, qui est un acteur, et en fait il s'est prêté au jeu de réaliser, et donc il a sorti ce film, je crois que c'était l'année dernière, Allié, et qu'on a découvert au Décolonial Film Festival. Et franchement, c'est un film qui est extrêmement drôle, et il était stressé parce que c'est un sujet qui peut ne pas être compris, et le film, il avait peur que le second degré soit pas compris. Donc je trouve que c'est bien d'avoir des festivals où on ose des choses, et on a la chance aussi d'avoir un environnement où on se sent à l'aise de pouvoir parler, de pouvoir déconstruire, et ça c'est trop important dans le cinéma. Et je voulais juste aussi terminer en disant que j'ai également vu un autre film au Décolonial Film Festival qui était le nom, il me semble que c'est Le Collier aux 3 diamants. C'est le premier long métrage qui a été réalisé à Gaza, en Palestine, et donc du coup c'est évidemment et éminemment politique, et le voir dans un festival comme celui-ci à Paris, encore plus au moment de l'actualité qu'on connaît tous et toutes, je trouve que c'est extrêmement fort. Donc je voulais juste remercier le Décolonial Film Festival pour ce travail, et soutenez-les parce qu'ils font des projections toute l'année, c'est en région parisienne, et ils n'ont pas de subvention publique parce que c'est complètement indépendant. Ils veulent pas être obligés de programmer telle chose ou telle chose, ils programment ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent, et ça fait du bien. Donc je termine la petite parenthèse festival. Et je termine un petit peu cette première émission de podcast. Merci beaucoup à toutes et à tous. Si vous voulez également faire des recos de choses, parce que moi je parle, mais s'il y a des choses que vous voulez un peu des films ou d'autres événements, n'hésitez pas. Oui, sur Salif Cissé, il va aussi être à l'affiche dans Le Répondeur de Fabienne Godet aussi, pour rebondir. Non, 2 petites recommandations. Je vous conseille de voir ou revoir le premier film d'Harmony Korine, Gummo, qui parle, alors pour la faire vite, mais ça parle vraiment des white trash de l'Amérique de la fin des années 90. C'est un film à la fois très beau, de par côté poétique, mais aussi très cru. C'est un animé moins de 16 ans, donc c'est pas rien. Il y a des propos vraiment très très crus, donc je vous en dis pas plus. Et ma deuxième reco, je vous conseille de vous revoir un petit nanar français, Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse. Si vous aimez les nanars faits par Besson, et si vous aimez les méchants improbables tels que les moines nazis Yamakasi,
Et bah franchement foncez parce que c'est vraiment pas mal. Terminé là-dessus du coup. Je fais un petit récap rapide parce que c'était quand même long. Hein. Je voulais juste rappeler donc nous c'est Cinéma 93 et les Engraineurs. N'hésitez pas à voir un petit peu ce qu'on fait et à nous suivre. On a pu voir un peu le festival Côté Court. On est revenu justement sur l'interview de Jackie Évrard, qui est l'organisateur et le programmateur du festival. On a pu entendre l'interview également de Robin Mognetti, qui sera également au festival Côté Court. On a des projections qui auront lieu le 5 juin, le 10 juin et le 11 juin. Et voilà, on a eu aussi des échanges autour du festival de Cannes. Donc merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine émission et un prochain podcast, j'espère. Merci beaucoup. Je sais pas, je comprends pas. Comment tu veux expliquer ça? Un jour t'es un chien, le lendemain t'es un homme. Je crois même pas ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous faites? Je remets simplement à demain ce qui ne peut être fait le jour même.